Là, on est sur un enchaînement de trois événements assez inédits. Donc, on a eu l'orque au mois de mai, un rorqual qui est rentré, qui heureusement est ressorti de lui-même, et puis là, le beluga. Ce qui est étonnant, c'est que là, ce soit un enchaînement au même endroit. Du coup, je pense que c'est important qu'on voit ce qui se passe sur cette embouchure dans l'estuaire du Havre. On sait qu'il y a un trafic maritime extrêmement important. Il y a un chantier d'éoliennes en mer qui est en construction à Courseulles-sur-Mer. Ça fait énormément de bruit. La pollution sonore pour les cétacés, c'est très très problématique. Ça n'explique pas non plus comment est-ce qu'un beluga s'est retrouvé aussi bas, enfin sous nos latitudes. Par contre, voilà, il y a une conjonction de choses qui font qu'il faut qu'on s'intéresse à ce qui se passe dans cette région. On est au stade des hypothèses, on a des explications, mais c'est pas sur base de deux, trois échouages qu'on va pouvoir tirer des conclusions. Il faut juste en profiter pour signaler que, en effet, les réchauffements climatiques, mais d'autres interactions de l'homme avec l'environnement, ont des conséquences sur la répartition. On n'est que sur des hypothèses, donc ça veut dire qu'il faut creuser ces hypothèses et il faut enquêter. C'est pas parce qu'on n'a pas la réponse catégorique qu'il faut s'arrêter là. Déjà, ça doit nous interroger sur les conséquences de nos activités. Il y a une multiplicité de facteurs perturbateurs dans l'océan qui sont dus aux actions humaines. Donc, il y a la surpêche, effectivement, le changement climatique, la pollution sonore. Il faut s'attendre à ce que ce soit de pire en pire plutôt qu'une amélioration. Sur ce qui est de la pollution sonore, le port du Havre va être encore agrandi. Alors, est-ce que du coup, cette pollution sonore extrême qui se trouve sur cette embouchure, elle est particulièrement importante et influente sur des animaux qui sont déjà affaiblis? Ça, c'est tout à fait possible parce que aussi bien l'orque que le beluga étaient amaigris. Il y a beaucoup de questions, il y a des pistes qui sont particulièrement intéressantes à creuser. Celle de la pollution sonore est une des principales. On est aussi sur une politique de développement chaotique d'éoliennes en mer sur le littoral français, avec des autorisations qui sont données pour des constructions de chantiers extrêmement bruyants au cœur des aires marines protégées, des zones Natura 2000, des parcs marins, sur les couloirs de migration des cétacés, que l'impact justement du bruit et donc de la perte d'habitat pour ces animaux, il est réel. Il faut plutôt qu'on se prépare au fait que c'est un phénomène qui va aller en s'accentuant. Et très clairement, on le voit bien là sur les deux cas précédents, on n'est pas du tout prêt. Comme on sait que ces chantiers sont extrêmement bruyants, avec une pollution sonore qui peut aller jusqu'à 160 voire 200 décibels. Il faut savoir qu'à 160 décibels, les tympans explosent. À 200 décibels, les poumons se liquéfient. Donc, on est vraiment sur des pollutions sonores qui sont potentiellement mortelles. C'est peut-être encore une fois une conjonction de facteurs, c'est-à-dire qu'il faut bien penser au fait que tout ça, ça s'additionne et on arrive à un moment donné à un point de limite de dégradation du milieu marin qui fait que les effets sont catastrophiques et en fait les cétacés n'arrivent pas à résister en fait à cette pollution. Surtout qu'en fait, vraiment la pollution sonore, c'est quelque chose qu'en tant qu'être humain, on a tendance à beaucoup sous-estimer parce qu'on n'a pas la tête sous l'eau, nous, et parce que physiologiquement, sensoriellement, on est très, très, très différent des cétacés. Pour eux, le sens principal, c'est vraiment l'ouïe, c'est le sonar, c'est avec ça qu'ils se repèrent, c'est avec ça qu'ils chassent, c'est avec ça qu'ils communiquent. Donc, à partir du moment où leur sonar est perturbé, leur vie est en danger. Donc, dans le meilleur des cas, ils sont
désorienter. Alors, il faut voir où ils atterrissent. Mais dans le pire des cas, en fait, ils perdent leur groupe. Quand c'est des animaux qui vivent en groupe et qui se retrouvent isolés, ben, ils sont condamnés. Ce qui est important, déjà, c'est de mener l'enquête pour savoir ce qui se passe au niveau de cet estuaire, prendre les mesures de la pollution sonore qui est générée par le chantier éolien de Courseulles-sur-Mer. Et c'est très important de se pencher là-dessus parce qu'on voit quelles sont les ambitions de la France sur ce sujet-là. Et encore une fois, la biodiversité marine n'est pas prise en compte en fait, dans ces projets. Sur le papier, elle l'est, mais en réalité, elle ne l'est pas, puisqu'on autorise ces projets-là dans des zones de biodiversité qui sont extrêmement fragiles et importantes. Donc là, c'est très important qu'on ne se trompe pas, parce que si on se met à sacrifier la biodiversité marine pour lutter contre le changement climatique, on ne va pas y arriver, hein. Le premier organe de régulation du climat, c'est l'océan. Donc voilà, est-ce qu'on peut prendre ces événements-là qui sont arrivés comme un signal d'alerte qui doit nous inciter justement à être beaucoup plus vigilants sur l'impact de ces chantiers éoliens? Ça, je pense que c'est une bonne chose. On ne peut pas tirer de conclusion sur quelques animaux. Il faut beaucoup de recul. Et il faut savoir que dans ces paysages estuariens, ben, il y a la circulation maritime qui peut représenter un danger, il y a de la pêche parfois aussi, donc c'est pas aussi simple oublier qu'il y a des phénomènes comme la surpêche qui réduit les stocks de poissons. Donc c'est très multifactoriel. On ne peut pas responsabiliser un élément ou un autre, c'est multifactoriel. On voit de plus en plus d'animaux qu'on n'observait pas auparavant. Fin de semaine passée, on a encore observé une espèce très très rare le long de la côte belge qu'on appelle les baleines à bec, qui sont des animaux qui d'habitude plongent à très, très haute profondeur, qui vont descendre jusqu'à 1000-1200 mètres de profondeur. Or, la côte belge, c'est maximum 30 mètres de profondeur. Et c'est le quatrième ou le cinquième durant cet été-ci. Donc, on ne sait pas ce que ces animaux font là. Il y a différents processus, mais le tout premier processus, c'est que ces réchauffements et ces perturbations générales, parce qu'il n'y a pas que le réchauffement climatique, vont modifier la distribution des proies. Les changements de courant et tout ça, ou de température d'eau, ne vont pas directement impacter les mammifères marins, mais les proies dont ils se nourrissent vont être modifiées parce qu'eux-mêmes, c'est un processus qui se passe dans la chaîne alimentaire et donc le plancton va être modifié, donc toute la chaîne alimentaire va être modifiée. Il y a des poissons qui vont se déplacer, qui vont aller dans d'autres zones, parfois plus au nord ou parfois plus au sud, et les mammifères marins vont suivre leur proie. Ils y vont pour trouver de l'alimentation, mais c'est vrai que quand on considère l'orque, il n'avait plus mangé depuis très longtemps, le beluga n'avait plus mangé depuis très longtemps non plus. Quand on a un animal qui s'échoue, il faut absolument, le plus rapidement possible, faire un examen complet, une autopsie avec toutes les analyses qui vont ensemble pour pouvoir, par l'intermédiaire de chaque individu, dresser un bilan de santé de l'animal, des individus, et puis avoir une idée globale de ce qui se passe pour la population et de manière plus large, après aussi évaluer le risque non seulement pour la population, mais aussi pour l'environnement et même pour l'homme. C'est le concept du One Health, où on va étudier la santé de l'animal pour mieux comprendre ce qui se passe de manière globale, et c'est aussi un indicateur de la santé pour l'homme. On parle souvent de la pollution de l'environnement comme étant un élément pouvant tuer les mammifères marins. Ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus et on utilise les mammifères marins comme des indicateurs de la qualité de l'environnement.